Cette conférence va maintenant être Voilà. enregistrée. Maintenant, on partage l'écran. Donc, rebonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler des états affectifs positifs. Et d'ailleurs, j'aurais dû changer le titre parce qu'on va parler en fait des états affectifs de manière générale, même si une bonne partie du cours va porter sur les états affectifs positifs. Donc, bah forcément, la question, quand on parle d'état affectif positif, c'est pas un truc en plus qui est tellement ancré dans le langage commun. Dans le langage commun, on parle beaucoup d'émotions, de sentiments. État affectif, c'est déjà un peu plus technique. Et en fait, il faut voir ça comme une sorte de grand ensemble, une grande catégorie d'états psychologiques et physiologiques. Et ça comprend à la fois les émotions, positives, négatives, l'humeur, les sentiments, les états de plaisir et les états de déplaisir. Donc c'est une catégorie très générale. Il n'y a pas des choses qui sont des états affectifs en soi. Si on parle d'un état affectif, on va parler d'une de ces choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples. L'amour, qui, elle, va rentrer dans la catégorie des sentiments. Le fait d'être ému, qui va rentrer dans la catégorie des émotions. Le bonheur, qui est un état très général. Donc, il y aura la question de savoir si c'est une forme de jugement sur sa propre vie ou si c'est un certain nombre d'émotions ou de satisfactions qui le sous-tendent. La joie, qui est une émotion. Le bien-être, qui est un état général. L'anxiété, qui est, on va dire, une émotion mixte, qui va à la fois être un état de déplaisir et en même temps mêler de la peur, des projections dans le futur et de peur de ce qui pourrait arriver, et le sens de la vie, qui est encore quelque chose d'encore plus général en termes d'état affectif. Alors, on va faire un peu de clarification dans tout ça, parce qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui distingue une émotion d'un sentiment, l'amour de la joie ou de l'attachement. Donc, les philosophes, ils ont quelques outils de clarification. Donc, je le dis, je ne l'ai pas dit en début, mais on va beaucoup parler de psychologie, psychologie expérimentale, et il y aura aussi des approches philosophiques. Donc là, ces distinctions sont les suivantes. Donc, vous avez les états psychologiques de manière générale, et un état psychologique, il peut être épisodique ou dispositionnel. Donc, quand vous avez un état affectif, soit il est épisodique, c'est-à-dire il arrive à un moment T, et puis ensuite c'est fini quelques instants après. Par exemple, la joie et la disposition, par exemple la haine ou l'amour, c'est une tendance sur le long terme qui ne sont pas activées quand on est amoureux. Il y a des moments de la journée où on ne pense pas, où on ne ressent pas spécialement d'émotion, mais il y a un état affectif de long terme. Un état psychologique peut être une expérience, une émotion, vous la ressentez, vous la ressentez sous la forme d'une expérience, vous vivez des choses, ou d'un jugement. Donc les états affectifs sont rarement des jugements. Un jugement, c'est par exemple un état psychologique de raisonnement. Vous êtes en train de raisonner, 2 plus 2, voilà, c'est une forme de jugement, mais vous n'expérimentez pas un truc particulier, un effet particulier. Les états psychologiques, et donc aussi affectifs, peuvent être intentionnels ou non intentionnels. Intentionnels, ça veut dire qu'ils portent sur quelque chose. Par exemple, la joie, ça porte, vous êtes joyeux parce que vous venez de rencontrer votre ami dans la rue. Ça porte sur un objet. Quand c'est non intentionnel, ça veut dire que ça ne porte pas spécifiquement sur quelque chose. Vous pouvez très bien vous lever le matin, être de mauvaise humeur, et cette mauvaise humeur, peut-être qu'elle ne porte sur absolument rien. Vous êtes juste de mauvaise humeur. Et ça peut être conscient ou non conscient. Donc je parlais de la joie, vous la ressentez sur le moment, mais des fois les émotions, et ça a mis du temps en fait, ça a été un débat assez long en psychologie pour admettre que oui, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des émotions non conscientes. On ressent des choses et puis des fois on peut en prendre conscience, on va dire ah bah tiens, en fait je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que là je suis en colère. Et on va le nier sur un certain temps. Donc voilà, ces distinctions sont importantes. C'est ce qui va par exemple distinguer un sentiment qui lui est plutôt dispositionnel sur le long cours, plutôt par rapport à une émotion qui elle est épisodique. Et elle est épisodique. Donc cette clarification faite, on va pouvoir passer un petit peu à un modèle qui vient de la psychologie, qui date de 1980 et qui essaie de comprendre un petit peu quelles sont les grandes variables des états affectifs de manière générale. Et donc je vous passe un peu la méthode, si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article. C'est sur une base d'études statistiques sur en fait, on a fait plein de mesures d'état affectif, que ce soit des self-reports, donc vous auto-évaluez, et ensuite on a essayé de voir comment on pouvait catégoriser ces états affectifs. Et donc
Vous avez ici sur cette ligne l'arousal, donc c'est vraiment le niveau d'excitation, à quel point il y a un état d'excitation élevé ou plutôt bas, et la valence, est-ce qu'elle est positive ou négative. Par exemple, si vous montez sur la valence très positive avec un haut niveau d'excitation, bah, vous avez l'excitation, tout simplement. Si vous êtes un peu moins positif, l'état d'alerte. Donc ça, c'est quand on commence à rentrer dans est-ce qu'il y a peut-être du danger, par exemple, ou la tension, être nerveux. Donc vous voyez, après, plus on va descendre et plus on va retrouver l'ennui, la dépression, qui vont être des valences très négatives, avec un faible niveau d'excitation. Et la nervosité avec un haut niveau d'excitation, mais une valence négative. Alors, il faut savoir que en fait, on appelle ça un circomplexe. Ça n'épuise pas totalement la catégorisation des états affectifs, mais en tout cas, c'est un très bon outil pour bien comprendre comment catégoriser les états affectifs et donc les émotions. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires, si je vais un peu vite, ou si par exemple je donne trop d'informations à la fois, de m'arrêter ou de me poser des questions. Ouais, tes petites questions là de compréhension, c'est quoi une valence? Ah oui, bonne question. Hein. C'est effectivement, des fois, on utilise, à force d'utiliser des termes. La valence, c'est, on va dire, est-ce que c'est pas vraiment la valeur, mais c'est un peu, on va dire que dans ce cas-là, la valence, c'est le niveau de positivité ou de négativité, tout simplement. C'est juste ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas quelque chose de plus technique que ça. Quand je parlais par exemple de la nervosité, c'est tout simplement parce que le niveau d'excitation est élevé, mais en même temps, on est sur quand même un état plutôt négatif. Donc, c'est-à-dire comment vous ressentez la chose. Si par exemple, on fait des expériences où les gens ont peur, on leur demande de catégoriser ce qu'ils viennent de vivre, si c'est positif ou négatif sur un continuum, ils vont dire plutôt, bon, c'est plutôt négatif. Alors, je vais essayer de changer ma slide. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu le programme, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais passer un peu de temps pour vous parler des émotions. Ensuite, je vous parlerai de la personnalité. Alors, pourquoi je vais parler ici de la personnalité? Parce que, en fait, la personnalité, donc, ce sont des ensembles de traits assez rigides qu'on possède tous, qui fait qu'on est ce qu'on est. Et certains de ces traits sont des modulateurs de nos états affectifs. Certains traits qu'on possède font qu'on a des tendances à être plus ou moins stressé, à être plus ou moins sensible aux émotions négatives. D'autres, à l'inverse, vont être des traits, on aura l'occasion à en reparler, hein, c'est juste le programme, vont être plutôt des tendances à ressentir des choses positives. Donc on verra un peu comment on mesure une personnalité, qu'est-ce que c'est, etc. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais j'essaierai de donner un panorama de tout ça. En fait, ça a été ça l'objectif de ce cours, c'est de montrer un peu un panorama, ni trop complexe, ni trop simplifié, du champ des états affectifs. Et ensuite, on parlera enfin du bonheur, donc ça c'est un peu la promesse du programme, hein, et du sens de la vie, pour terminer. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la question des émotions, je préfère en parler un petit peu avant d'expliquer et de partir dans le cours sur la partie des émotions. Dans le milieu francophone, on a de la chance parce qu'on a plein de choses, on a plein de ressources, et qui valent tout autant les ressources anglaises. C'est vrai que pour plein de choses, parfois, malheureusement, on n'a pas d'accès, on n'a pas d'excellentes ressources en français. Là, c'est le cas. Donc vous avez bien entendu le livre La Cognition, dont on a déjà parlé dans l'introduction en sciences cognitives, et vous avez un chapitre spécial sur les émotions, qui mêle à la fois la psychologie et un peu de neurosciences. Donc moi, j'en parlerai pas beaucoup des neurosciences aujourd'hui. C'est un peu moins mon domaine, je ne vais pas trop m'aventurer sur ces questions, mais vous avez plein de choses dans ce chapitre quelques feuilles dans ce chapitre sur quelques corrélats neuronaux et comment un peu ça fonctionne parfois au niveau neuronal, certains types d'émotions. Vous avez en plus complet un traité de psychologie des émotions fait par Sander et Scherer. Sander, d'ailleurs, c'est le directeur de mon centre, c'est le directeur du Centre suisse des sciences affectives. Et ensuite, donc là-dedans, vous avez plein de choses. Vous avez de la neuro, vous avez de la psycho, comme émotion et personnalité, les modèles de la modélisation sur la question des émotions, vous avez plein de choses. C'est un manuel, c'est pas obligé qu'on lise tout, mais il y a plein de chapitres. Suivant ce qui nous intéresse, il trouve un peu son bonheur. Et vous avez aussi l'encyclopédie française, l'encyclopédie philosophique. Vous avez 2 articles, un grand public et un académique, qui ont été faits sur les émotions,
qui sont aussi très interdisciplinaires. Vous retrouvez des questions très théoriques et intrinsèquement philosophiques sur la question des émotions, mais également des questions interdisciplinaires qui vont aussi amener de la psychologie et des données des neurosciences. Donc voilà pour les ressources. Puisqu'on en est à parler des émotions, bah forcément la question qui se pose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une émotion? Parce que c'est quand même un terme du langage commun, on utilise ça tous les jours. Est-ce qu'en science, ça a un sens? Est-ce que c'est pas quelque chose, juste c'est une façon de parler du monde, mais en fait qui n'aurait pas de réalité? Et ben, en fait, bah, il s'avère que si, ça a une réalité psychologique, physiologique, une émotion. C'est un épisode, je parlais quand je clarifie un peu les choses, je parlais d'épisodes, c'est-à-dire de choses ponctuelles, qui ne sont pas sur le long cours. C'est un épisode durant lequel différentes parties de l'organisme sont affectées. Quand je parle de parties de l'organisme, je veux dire, par exemple, quand on a une émotion de peur, on va aussi bien avoir au niveau du cerveau des zones comme l'amygdale qui vont être mises en jeu, mais également des mécanismes endocriniens, c'est-à-dire qui vont des mécanismes hormonaux avec des hormones qui sont libérées dans le corps, des mécanismes musculaires, donc tout un tas de choses. Donc un épisode durant lequel différentes parties de l'organisme sont affectées suite à un événement qui a été évalué comme important par certains processus cognitifs spécifiques. Donc ça veut dire que les mécanismes des émotions sont des choses qui évaluent l'environnement et qui nous font réagir suivant ces choses de l'environnement qu'on a vécues et qui viennent d'apparaître. Donc l'émotion, comme je l'ai dit, est épisodique. Expériencer, ce n'est pas un vrai mot français, mais c'est dommage, je trouve que ce serait bien de l'avoir. C'est-à-dire on le vit à la première personne, on ressent des choses, et intentionnel, ça porte sur des choses. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était juste pour un peu rayer des cas, juste pour dire, voilà, une émotion, voilà, c'est effectivement épisodique, ça peut être aussi, c'est aussi une expérience, mais ça peut donner lieu à des formes de jugement, c'est intentionnel, ça n'arrive jamais qu'une émotion ne porte pas sur quelque chose, et qui peuvent être conscientes ou non conscientes. Je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Donc, maintenant qu'on est allé là-dedans, on peut dire, voilà, on a une définition un peu générale, mais c'est quoi la nature d'une émotion? De quoi c'est composé? Un peu les ingrédients qui font qu'une chose est une émotion. On a plein de choses. Je parlais des changements physiologiques. Effectivement, prendre l'exemple de la peur, vous avez aussi bien des mécanismes neuronaux qui se mettent en place que des mécanismes hormonaux qui vont préparer l'organisme à l'action. Typiquement, fuir, se battre ou s'immobiliser. On a une émotion cognitive, c'est-à-dire motivationnelle. Les émotions nous motivent à faire des choses. Une phénoménologie, donc c'est un peu un gros mot, mais ça veut juste dire l'effet que cela fait d'eux. C'est en gros, voilà, vous avez la peur, c'est l'expérience à la première personne, ce que vous ressentez vous au moment de la peur, c'est un élément important d'une émotion, c'est ce qu'on ressent. Un mécanisme cognitif, bien entendu, et donc évaluatif. Donc pour ceux qui avaient vu les premiers cours d'introduction aux sciences cognitives, on avait vu qu'on pouvait voir les mécanismes cognitifs comme des mécanismes qui traitent de l'information. Et bien là, typiquement, c'est ça. Il y a des informations externes. Vous avez ces mécanismes d'évaluation. On va détecter par exemple, un danger et on va évaluer que c'est un danger et donc mettre en branle tous les mécanismes physiologiques, motivationnels, le ressenti interne. Et enfin, dernier élément important, si ma slide veut bien marcher, les expressions faciales. Effectivement, les émotions sont, pas toutes, mais parfois très liées à des expressions faciales. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler dans un instant, puisque ça a été un angle très important dans l'étude des émotions. Et donc justement, vous avez quelqu'un qui est devenu assez connu d'ailleurs, Paul Ekman. Donc, Paul Ekman, on l'associe souvent avec l'idée de la découverte d'émotions universelles qui existeraient à travers toutes les cultures. Ce qui est en partie vrai, mais souvent c'est quand même un peu réducteur. Et donc, Paul Ekman a effectivement fait une étude assez intéressante en 71. Donc, lui-même était plutôt sceptique sur l'idée de l'universalité des émotions. À l'époque, il y avait beaucoup d'hypothèses culturalistes qui disaient qu'en fait, les émotions étaient apprises et que donc un changement de culture
entraînait forcément des émotions très différentes. Et donc, il a été testé en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur des cultures qui n'avaient pas accès à la lecture, à l'écriture. Il a fait des expériences pour essayer de voir un petit peu si effectivement il allait retrouver les mêmes types d'émotions. Donc, je vous ai mis une petite vidéo YouTube où on entend Paul Ekman. J'espère que le son va bien marcher pour vous. Je mets les sous-titres automatiques. Ah, c'est pas censé commencer au début. Ah si. Oups, autant pour moi. Donc voilà, pour une petite archive. Paul Ekman est toujours vivant, hein, d'ailleurs, il est assez âgé, mais il est toujours de ce monde. Donc vous voyez, d'ailleurs, ça me permet un peu de connecter aussi ça au dernier cours, pour ceux qui l'avaient vu sur les approches évolutionnaires, c'est que la question de l'universalité des émotions, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans un livre dédié aux émotions de Charles Darwin lui-même, qui, en fait, après de nombreuses observations sur les animaux, s'était dit que les émotions ne devaient pas venir de nulle part, elles ne pouvaient pas être uniquement culturelles, elles devaient forcément avoir évolué pour certaines raisons. Alors voici l'expérience qu'il a faite. Je vous l'explique un petit peu. Si jamais je vous perds, n'hésitez pas à me dire que c'est pas clair en fait et qu'il faut que je clarifie un peu les choses. Mais en gros, il avait à la fois des participants enfants et des participants adultes. Donc pour les enfants, il a essayé de faire les choses plus simples, puisqu'ils par définition, ce sont des enfants, mais la méthodologie est la même. Donc en gros, il décrit, est-ce qu'on voit ma souris d'ailleurs sur le PowerPoint? Parce que si on ne voit pas, ça peut être embêtant. Ah bah nickel, merci. Donc en gros, il lit une histoire, enfin lui et ses collaborateurs, il n'a pas fait l'expérience tout seul. Je pense qu'il ne parlait pas la langue de toute façon. Il écrit une histoire avec une émotion, par exemple, très courte, hein, l'histoire. Un individu marche dans la rue et puis il voit son ami et on décrit sans utiliser le mot happiness, voilà, il est content. Et ensuite, on lui montre deux images. Donc, par exemple, on lui montre une image qui veut dire happiness, une image qui veut dire surprise, et on demande quelle est l'émotion que le personnage de l'histoire a ressentie. Donc pareil, si on décrit, donc vous voyez, ils ont testé avec happiness, surprise. Des fois, l'histoire racontée, c'était avec tristesse, l'histoire racontée, c'était toujours happiness, mais du coup, on montrait deux cartes, une bonheur et une tristesse. Et du coup, on demandait alors c'était quoi l'émotion dans l'histoire. Et donc, on a testé ça pour tout un tas d'émotions qu'on suspectait être des émotions universelles. Et donc, du coup, vous voyez que les enfants choisissaient souvent le bon visage, c'est-à-dire le visage qui correspondait à la bonne émotion. Donc là, par exemple, si j'avais raconté l'histoire sur la colère à un enfant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ensuite, je lui montrais deux visages, un en colère et un triste, et que je lui demandais qu'est-ce qu'a ressenti le personnage de l'histoire, et ben, vous voyez que dans 90% des cas, il y a eu 90% de taux de bonne réponse chez les enfants. Et pour les adultes, c'était exactement la même chose, mais légèrement plus complexe. Là, par exemple, si je raconte l'histoire de quelqu'un de content,
et ben, au lieu de montrer 2 images, 2 visages, je lui montre 3. Je lui montre happiness, surprise, et enfin, la surprise et le dégoût. Si c'était un autre groupe, je montrais toujours avec l'histoire du personnage content, mais un avec de la peur et un de la colère. Donc vous voyez que là, par contre, on a parfois des groupes qui réussissent un peu moins bien, mais globalement, ça reste des taux très élevés. Et du coup, alors une des raisons, c'est aussi que là, pour le coup, on a une chance sur 3, donc si on le fait au hasard, on a moins de chances de tomber sur la bonne réponse. Ça dilue un peu le taux de bonne réponse, mais globalement, le taux de bonne réponse était extrêmement satisfaisant. Et du coup, ça a fait, à un moment, justement conclure, Ekman et ses collègues, de dire, bon, bah, du coup, en fait, il y a cet ensemble d'émotions qui sont universelles et qui s'expriment surtout à travers les visages et qui sont autant de mécanismes de signaux, c'est-à-dire que le visage est important parce que si j'ai peur, il signale aussi aux autres personnes que j'ai peur. Donc c'est aussi un mécanisme de communication et donc ça explique aussi les raisons pour lesquelles il serait universel. Donc voici les émotions de base dans cet article qu'il va en ressortir. Donc ça va être la tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Et d'ailleurs, du coup, c'est pas étonnant que je vous ai montré une image tout à l'heure du film, comment il s'appelle, Vice Versa en français, tout simplement parce qu'en fait, c'était inspiré de ce truc de Paul Ekman. Il manquait juste une émotion, la surprise, dans ce film, mais pour des raisons plutôt scénaristiques, parce que déjà, 5 personnages, c'était déjà assez, on n'allait pas en rajouter un 6e, et du coup, vous retrouvez bien tristesse, joie, colère, peur, dégoût. Alors, souvent, on reste un peu à ça de Paul Ekman, mais il n'a pas arrêté ses recherches en 72. Il va mettre un petit peu d'eau dans son vin par la suite, on va voir comment. Donc, il garde quand même l'idée d'une certaine universalité des émotions, mais à partir de 90, il va déjà abandonner l'idée que forcément les émotions de base universelles sont forcément les émotions liées à des visages, à certaines expressions très typiques. Ça peut être des fois des émotions qui ne s'expriment pas avec des visages typiques, qui sont très différents des individus à un autre. Et donc, il va recenser en tout 16 émotions, donc il y en a 10 nouvelles qui arrivent. L'amusement, la satisfaction, la gêne, l'excitation, la culpabilité, la fierté, le soulagement, le plaisir, la honte et le mépris. Et donc, il faut faire attention. Ekman reconnaît lui-même que les émotions de cette liste sont des grandes familles. Et chacune, donc je le cite, je vous ai traduit un passage de cet article de 90, chacune des familles d'émotions, donc ces familles, c'est la liste que vous avez là, peut être considérée comme constituant un thème et une variation. Alors, vous avez un thème, et lui, il est composé de caractéristiques uniques à cette famille, et les variations de ces thèmes, c'est des produits de différence individuelle. Donc en gros, le thème, c'est le produit de l'évolution, il est universel et il est fixe et il est inchangé à travers les cultures et les individus, mais l'apprentissage, la culture, le milieu familial peuvent venir modifier un peu la manière dont vont être, par exemple, utilisées ces émotions. Et donc, vous avez la variation de ces thèmes. Je prends un exemple très simple, le dégoût. Vraisemblablement, le dégoût, j'en parlais d'ailleurs un petit peu dans le cours d'avant, le dégoût a une fonction de détection, notamment des choses qui sont pathogènes. Et dans certaines cultures, le dégoût est associé aussi à des dégoûts et des tabous alimentaires. Dans beaucoup de cultures, à travers le temps, à travers l'histoire, certains aliments sont jugés dégoûtants et tabous. Donc, voilà, on a plein d'exemples, ça peut être les fruits de mer, ça peut être le porc, vous avez plein de cultures encore actuelles qui ont ces tabous alimentaires. Mais ça peut être des tabous comportementaux. On va pouvoir juger certains comportements, juger des viands comme dégoûtants. Et donc, on voit comment, en fait, c'est tout à fait réconciliable, les approches culturelles et les approches évolutionnaires. C'est que les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a effectivement des choses qui vont être de l'ordre de l'adaptation, qui a évolué, mais ces choses-là peuvent connaître des variations. Et donc, justement, pour rebondir là-dessus, donc là, vous avez le fameux livre de Darwin sur l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, chez l'être humain d'ailleurs, il faudrait dire. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est aujourd'hui composé d'une introduction et d'un postface par Paul Ekman. Donc, je ne l'ai pas mis pour le lire, c'est juste, je voulais juste mettre le petit titre et simplement dire à propos de ça qu'aujourd'hui, c'est toujours un débat.
Les choses ne sont pas tranchées, comme toujours de toute façon dans les sciences. Il n'y a pas en fait, on n'a pas trouvé de réponse définitive à est-ce que les émotions sont liées à la culture ou liées à des origines évolutionnaires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hypothèses. Alors, les extrêmes sont écartés, il n'y a plus d'hypothèse tout culturelle, entièrement innée et fixe, parce que par définition, on sait qu'aujourd'hui, les émotions, si elles sont nées, c'est parce que justement, elles sont plastiques. Une des grosses hypothèses, quand je dis plastique, ça veut dire que justement, elles ne sont pas fixes. C'est pas, vous avez un stimuli et une réaction qui en ressort. C'est-à-dire que ça permet en fait des comportements beaucoup plus variés que simplement, par exemple, certains comportements chez les animaux qui tendent plutôt vers du côté du réflexe. Et plus vous allez, par exemple, chez certains grands singes ou certains mammifères, vous avez ce découplage-là entre le stimuli et la réponse. Ça permet une diversité plus grande de comportements. En tout cas, ça, c'est ce qui est assez solide en termes d'hypothèse. Ensuite, comprendre les mécanismes fins de comment la culture peut venir un peu modifier ses comportements et à quel point et quelle est un peu la fonction initiale, la cause ultime des émotions, c'est encore en débat. On a plein de choses intéressantes. Généralement, les débats portent sur émotion par émotion. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu un aperçu du débat actuel sur les émotions. Enfin, en tout cas, sur cet aspect évolutionnaire, parce que je n'ai pas fini justement avec les émotions. Parce qu'on peut se demander comment ça se mesure. Alors, vous avez des types de mesures qui sont des auto-évaluations. Là, vous avez un très bon exemple qui est très utilisé. C'est le PANAS. On vous demande, ça veut dire Positive and Negative Affect Schedule, et on vous demande de dire à quel point, dans la semaine passée, vous avez ressenti ces émotions. Et vous avez des émotions positives, donc parlez de valence positive et négative, vous les retrouvez ici. À quel point vous êtes senti excité dans la dernière semaine, à quel point vous vous êtes senti apeuré, à quel point vous êtes senti fier, à quel point vous êtes senti joyeux, à quel point vous êtes senti honteux. Et donc, ces éléments-là vous disent un peu si globalement, quels sont les types d'émotions que vous avez vécues. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, on sait que un ratio émotion positive, négative qui serait négative, c'est-à-dire si sur un mois ou deux, vous avez été davantage sujet à des émotions négatives, c'est généralement un bon prédicteur d'état, non pas forcément dépressif, mais en tout cas d'un état de mal-être, d'un état de tristesse générale, ou en tout cas d'un état où on n'est pas heureux, ou en tout cas insatisfait. Alors, j'ai pas mis d'autres exemples de ces échelles d'auto-évaluation, mais vous avez plein d'échelles. Par exemple, pour être ému, il y a une échelle qui existe aujourd'hui pour mesurer votre sensibilité à ressentir au quotidien l'émotion être ému. Mais vous n'avez pas que ça quand même en manière de mesurer les émotions. Il y en a plein d'autres. Moi, ce que je vous ai montré, c'est plutôt ma méthodologie dans ma recherche, mais il existe également des mesures physiologiques. Donc là, on peut mesurer plein de paramètres. Le rythme cardiaque, la pression sanguine, le rythme respiratoire, la réponse musculaire, la température du corps. Et donc, il y a tout un champ de la recherche qui essaye de comprendre pour tel type d'émotion, est-ce qu'on peut retrouver des schémas récurrents de rythme cardiaque, de pression sanguine, de rythme respiratoire, etc. Et j'ai noté auto-évaluation aussi, parce que parfois, dans les laboratoires, on n'a pas tout le matériel nécessaire. Ça demande quand même un certain investissement pour faire toutes ces mesures. Il faut aussi également des gens compétents pour faire ces mesures. Des fois, on n'a pas tous ces qualificatifs. On peut aussi demander, par exemple, on stimule les gens avec une vidéo et on leur demande tout simplement à quel point dans cette vidéo vous avez ressenti de la chaleur dans votre poitrine, est-ce que vous avez eu de la chair de poule, est-ce que votre respiration s'est accélérée. C'est bien entendu beaucoup moins précis que des mesures vraiment physio, mais c'est quelque chose qui peut pallier l'absence de mesures physio. Et du coup, ça me permet de rebondir sur cette question d'induire des émotions. Dans la recherche, on essaye du coup, pour étudier ces émotions, de les induire. Et comment on fait? Alors, on a des méthodes visuelles, on peut montrer des images. Par exemple, je vais montrer un pauvre ours sur sa banquise pour susciter peut-être la tristesse. On peut mettre de la musique. Donc généralement, c'est les stimuli qui ne marchent pas si bien que ça, la musique. Aujourd'hui, on a un peu de recul.
Je crois que j'ai mis le nom de l'article en haut. Ouais, il y a un article de 2018 qui fait un peu une revue justement des méthodes expérimentales pour induire les émotions. Bon, la musique, c'est pas toujours, on se dit tiens, je vais utiliser cette musique-là pour induire la colère ou la tristesse, et c'est pas trop ça qu'on a en sortie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le rappel autobiographique est pas mal. On peut demander aux gens, essayez de vous rappeler d'un moment de votre vie où vous avez été en colère, où vous vous êtes senti fier. Vous avez un paradigme situationnel, c'est plus rare, mais ça peut être assez drôle. On demande à un participant de venir pour faire une passation expérimentale, on l'accueille, on lui montre une vidéo. On devait le payer initialement, je ne sais pas, par exemple, on devait le payer 10 euros, et on fait semblant que le matériel ne marche pas. Et du coup, on leur dit, bah écoutez, le matériel ne marche pas. Finalement, je ne pourrais pas du coup vous payer la somme initiale. Et en plus, est-ce que ça vous dérangerait pas de remplir ce questionnaire à la place? Et en fait, on trompe un peu la personne pour que la personne soit en colère ou stressée ou autre. Ça peut, voilà, les intentions peuvent être tous très différentes. Et ensuite, en fait, la véritable expérience, c'est le petit questionnaire qu'on a donné ou la réponse comportementale de la personne qui serait énervée euh, pour la fausse expérience ratée. Et ensuite, vous avez les images. Donc, je me suis dit que ce serait un bon exemple de vous montrer quelque chose qui est utilisé dans les expériences pour induire des émotions. Donc, voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite dans une étude interculturelle sur 19 pays et en 15 langues différentes. Et c'est une petite vidéo qui est censée mesurer, ou en tout cas provoquer plutôt, excusez-moi, l'expérience du being moved, ça veut dire être ému. Donc aujourd'hui, on commence à avoir une littérature qui se développe sur l'être ému. Et d'ailleurs, moi, ça m'intéresse dans mes recherches personnelles parce que vous le verrez, il y a quelque chose, il y a peut-être des liens justement avec le sens de la vie. Donc, je vous montre cette vidéo et donc voilà, imaginez que vous passez une expérience pour induire ce being moved et on vous montre cette vidéo-là.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez été ému, et promis, ce n'est pas une expérience cachée pour induire du être ému chez vous et voir ce que ça fait. Et voilà, c'est un exemple typique de choses qui généralement provoquent tout à quoi on s'attendrait pour être ému. La chair de poule, le sentiment de chaleur dans le torse, ce sentiment assez positif, même si on peut être un peu triste de « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau !» Voilà, donc je ne sais pas si ça a marché pour vous, pour tout le monde, mais voilà, c'est un exemple typique d'une vidéo qui peut être utilisée. Je vais la remettre une deuxième fois. Donc j'en ai fini avec cet exemple d'induction d'émotion, j'en ai fini avec la partie émotion. J'estime que c'est assez pour bien comprendre la partie émotion des états affectifs et avoir une meilleure compréhension des états affectifs. Et donc là, on va parler de la personnalité. Alors j'en parle, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, ce sont des traits très importants pour la modulation ou plutôt notre propension à ressentir certaines émotions. Qu'est-ce que la personnalité? Encore une fois, c'est un terme du langage commun, mais qui a une signification très précise dans la psychologie de la personnalité. C'est un ensemble de traits stables à travers le temps qui régulent nos mécanismes émotionnels et nos comportements, ce qui fait qu'on a des tendances d'action différentes, des façons d'agir différentes. C'est souvent en grande partie à cause de ces différents traits de personnalité. Alors, qu'est-ce qu'un trait, du coup? Déjà, c'est un continuum. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de bullshit, malheureusement, sur la personnalité. On voit même des choses qui vont de ces limites de l'astrologie et du Picsou Magazine à des trucs plus raffinés comme le MBTI. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du MBTI, qui n'est pas un instrument valide et fiable de mesure de la personnalité, qui est marrant, qui dit des choses, il ne dit pas rien, mais qui clairement n'est pas une mesure, qui ne remplit pas, qui n'atteint pas les standards psychométriques d'un bon outil de mesure, de bon outil de mesure. Donc oui, c'est ça, je vois dans le chat, il est censé y avoir 16 types de personnalités. Donc c'est même un peu caricatural, déjà, parce qu'un bon test de personnalité fonctionne sur des continuums. Par exemple, sur le trait de l'extraversion, vous n'êtes pas introverti ou extraverti. Vous avez une ligne, vous êtes quelque part par là. Avec une médiane, une courbe en cloche, avec la plupart des gens au milieu, et plutôt les gens sur les plus introvertis là et les plus extravertis ici. J'en profite aussi pour dire que ce qui va différencier les bons tests de personnalité, donc le Big Five dont j'ai parlé, c'est le fait qu'il est fiable. C'est-à-dire que si vous vous mesurez, et c'est ça qui est assez impressionnant, assez jeune, par exemple à 15-16 ans, si on vous remesure 40 ans plus tard, vous avez les mêmes traits qui ressortent ou avec très peu de différence. En grandissant, les traits se modifient légèrement, mais globalement, ce test mesure toujours la même chose. Un bon outil de mesure, c'est comme un bon thermomètre. Quand il fait vraiment 20 degrés, il va vous indiquer 20 degrés. Il ne va pas se mettre à changer pour vous dire qu'il en fait 10. Donc les traits, pour en revenir à ça, c'est observable uniquement par le comportement, mais on peut les mesurer justement par des outils d'auto-évaluation dont je vais parler, et ils sont persistants dans le temps. Ça, j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Donc j'ai mis la référence d'un article, en fait, qui est une étude longitudinale sur 45 ans, et qui montre à quel point ces traits changent très peu. Chez des individus à un autre. Longitudinal, ça veut dire que c'est une expérience qui va étudier le développement d'individus tout au long du temps. On va remesurer ces gens-là plusieurs fois. Là, je ne me rappelle plus exactement si c'est tous les ans, tous les 5 ans ou autre, mais voilà, c'est des mesures assez régulières. Mais voilà, j'ai dit ça sur la personnalité, mais alors du coup, comment on les mesure? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces traits? Alors voici un peu ces traits qu'on retrouve, il y en a 5. Donc, pour vous donner une idée de comment on les a découverts, c'est une hypothèse qui est assez vieille, ça remonte à Galton. Et l'idée, c'était, mais peut-être qu'on pourrait en fait étudier notre vocabulaire et réunir tous les mots qui référencent un trait de personnalité et essayer d'en retrouver les grandes catégories. À l'époque, on n'avait pas les bons outils statistiques pour réussir, avec beaucoup de mots, à retrouver ces grandes catégories. Et donc, vous avez, il y a une cinquantaine d'années maintenant, les premières personnes qui vont justement, on appelle ça la lexical hypothesis, prendre tous ces mots, donc c'était le langage anglo-saxon, les mettre dans une liste de questions. Par exemple, si vous avez le trait, je suis plutôt, qu'est-ce que je pourrais prendre comme trait de personnalité, extravagant,
vous la mettez dans une forme de question où vous dites à quel point il vous extravagant de 1 à 7. Et ensuite, on a fait une analyse statistique pour voir quelles étaient les grandes catégories qui allaient ensemble, quels étaient les types de questions et les types de mots qui allaient le plus ensemble. Et il s'avère que ce seraient ces 5 clusters qui ressortent le plus. Les 5 clusters sont les suivants. Vous avez l'extraversion. Donc ça n'a pas du tout le même sens que dans la vie de tous les jours. L'extraversion ici ne signifie que la sensibilité aux émotions positives. C'est-à-dire que plus vous êtes haut en extraversion, plus vous êtes constamment en recherche de stimuli positifs et aussi vous êtes sensible aux émotions, la joie, etc. Mais l'inverse, si vous êtes plutôt introverti, ne veut pas dire que vous êtes sensible aux émotions négatives. L'inverse du positif, dans ce cas-là, n'est pas le négatif, c'est simplement que vous êtes juste un peu moins tourné vers les émotions positives, ou en tout cas la recherche d'excitation permanente. Donc, la caricature de quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui est très bien chez lui à lire son livre, qui n'a pas besoin tous les jours d'aller sortir pour avoir sa dose de stimulation, et l'extraverti est celui qui va avoir besoin de sa dose de saut à l'élastique, de saut en parachute et de fêtes toutes les semaines. Vous avez le neuroticisme. Donc, le neuroticisme, neuroticisme en français, c'est pas très beau. Ici, c'est du coup l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, c'est plutôt l'opposé. La sensibilité aux émotions négatives. Plus vous êtes haut, et plus vous avez une tendance à vite ressentir les émotions négatives, la peur, la colère. Plus vous êtes bas, plus vous êtes plutôt plat sur ça, vous ne ressentez pas trop d'émotions négatives. Et ce qui est très intéressant avec ce trait, c'est que on peut le voir comme un détecteur de fumée. Donc, quand vous êtes très haut en neuroticisme, ça veut juste dire que c'est comme si vous aviez un détecteur de fumée trop bien réglé. Vous avez beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire dans l'environnement, vous voyez un truc et vous avez peur. Ça vous angoisse. Et du coup, ça, c'est pas la faute des gens, c'est juste, on a ce trait-là qui peut être très élevé ou qui peut être très bas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une mesure de trait de personnalité, mais que ça mesure du non pathologique. Quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, ça pourra, en fait, ces mesures-là ne seront pas valables. Il existe des mesures de personnalité pathologique. Vous avez des mesures pour les troubles, par exemple pour les borderline ou autres. Vous avez l'agreeableness, c'est un trait assez intéressant. C'est la mesure à quel point vous avez tendance à avoir de l'empathie pour les autres, à être altruiste. Du coup, ça porte bien son nom, quelqu'un d'agréable ou quelqu'un de sympa. Donc, quelqu'un de très bas en agreeableness, c'est pas forcément quelqu'un qui veut dire complètement égoïste. Ça peut être juste quelqu'un qui n'est pas agréable au quotidien et qui ne se rend pas compte qu'il n'est pas agréable, qu'il est sec, qui ne met pas les formes, qui ne dit pas bien les choses, qui ne sait pas arrondir les angles. Quelqu'un de trop haut en agreeableness, ça peut être, si on reste dans la caricature, la personne qui a du mal à dire non, ou qui est toujours là pour aider, malgré le fait que peut-être cette personne ne devrait pas aider certaines personnes. Il nous reste, je vais finir avec la conscientiousness, et après je ferai l'openness to experience. La conscientiousness, c'est un peu la faculté d'inhibition. Ça mesure à quel point vous êtes capable d'inhiber les désirs, des plaisirs à court terme. Tout ça pour dire qu'en gros, si vous êtes en train de travailler, c'est ça qui vous empêche d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, d'aller vérifier vos mails. Si vous êtes très bas en conscientiousness, vous avez tendance à être plutôt papillonnant. Le moindre stimuli peut vous happer. Vous êtes en train de travailler, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de procrastiner, d'aller voir vos notifs, etc. Et quand vous êtes très haut, la caricature inverse, ça peut être, vous êtes peut-être trop, ça peut être trop justement rigide. Et enfin, l'openness to experience, c'est un de mes traits préférés. Préféré, c'est relatif, c'est pas une question de goût, mais juste je le trouve très très intéressant. C'est qu'il mesure à quel point vous êtes capable de faire des associations d'idées. Moi, j'appelle ça un peu le trait de l'artiste, c'est-à-dire que les gens bas en openness to experience, c'est ceux qui vont être très peu touchés par certains types, je sais pas moi, de musique ou d'art, qui seront plutôt dans les choses un peu classiques, qui n'ont pas besoin de choses très spécialement très originales ou de très différentes. Et ceux qui sont très hauts en openness to experience, c'est ceux qui vont avoir des associations d'idées très originales, qui vont avoir besoin de stimulation artistique ou d'environnement très particulier, de choses, voilà, de ce genre de choses. Alors, le test est subjectif. Si on a une fausse perception de soi-même, ça peut donner au résultat des biaisés, non? Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est que, en fait, si vous faites passer ces tests-là à vos proches
ils vont avoir les mêmes résultats que vous. Effectivement, souvent, le scepticisme de ce genre de test vient du fait que, bah oui, effectivement, du coup, c'est subjectif, c'est du self-report. Quelque part, ben, c'est de l'auto-évaluation en plus. Donc, on peut, si on se perçoit d'une certaine manière plus positif, bah, du coup, ça trompe le test. Bah, en fait, pas tellement. Ça va être le cas, effectivement, dans les personnalités pathologiques. Un trouble de la personnalité narcissique, cette personne-là aura tendance à vouloir se valoriser le plus possible. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, ce test-là reflète une réalité. On a aussi des corrélations comportementales, c'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui est bas en conscientiousness, parce que du coup, il s'est auto-réduit de la sorte, ça correspond généralement plutôt bien au fait que dans la vie réelle, il l'est. Donc en fait, ces tests sont très peu biaisés, sont très solides, et ils ont une validité très forte sur la mesure de la personnalité, aussi étonnant que cela puisse paraître. Alors justement, en parlant de personnalité, est-ce que ces tests-là décrivent tout de la personnalité? La réponse est oui et non. Comme d'habitude, c'est nuancé. Vous avez un psychologue, McAdams, qui a écrit What do we know when we know a person? Et en gros, il dit qu'effectivement, ces traits-là de personnalité, les Big Five, sont les plus fondamentales. Ce sont les plus innés, ce sont ceux qu'on ne peut pas changer, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans tout, c'est une chose qui me met très en colère, dans le développement personnel, il y a des gens qui avancent l'idée, qui est très, très, très délétère pour les gens, qu'on peut changer de personnalité. Et du coup, tout ce qu'on entraîne chez les gens qui veulent changer de personnalité et qui n'y arrivent pas, c'est de la culpabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et justement, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il y a une chose sur laquelle on a un peu plus d'emprise, dans ces 3 niveaux de personnalité. Vous avez ce fondamental. Il y a aussi la manière dont il s'actualise à travers nos passions et nos activités. Quelqu'un qui est très haut en extraversion, par exemple, c'est quelqu'un qui a généralement, on a des données comportementales, ils ont tendance à prendre plus de risques. C'est des gens qui prennent, ils ont substances illicites, au niveau de la sexualité, sur les activités, sur, par exemple, ils vont avoir tendance à rouler plus vite, à faire des sports extrêmes. Eh bien, quelqu'un qui est haut en extraversion peut très bien essayer en fait de s'orienter vers des activités qui sont moins dangereuses, moins risquées, mais qui lui procurent quand même le même niveau de sensation. Pareil pour les gens qui sont hauts en neuroticisme. On pourrait dire, ah bah mince, du coup, les gens qui sont tendance angoissée, on peut rien faire. Bah non, parce qu'ils ont une emprise, ils peuvent faire quelque chose. Ils pourront jamais changer ce trait, qui sera toujours latent, mais ils peuvent modifier des choses comme les activités qu'ils font. Éviter des endroits anxiogènes, par exemple. Pratiquer des activités qui montrent, qui ont un impact réel sur le bien-être. Par exemple, les activités qui sont plutôt relaxantes ou la pleine conscience, certaines activités sportives, qui permettent de moduler justement ces traits de personnalité. Il ne sera pas changé, il sera toujours là, mais ils seront beaucoup, beaucoup mieux vécus. Et la façon dont nous narrons notre vie, c'est un peu l'histoire qu'on fait de soi-même. Donc évidemment que quelqu'un qui a des tendances davantage à la créativité, par exemple sur l'openness to experience, et admettons qu'il cumule ça avec un haut trait de neuroticisme, il aura peut-être tendance à créer une histoire tragique de sa vie. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il peut essayer de modifier, puisqu'en fait, quelque part, ça nous fait un feedback aussi, la façon dont on narre sa vie. Donc il y a tout un pan de la psychologie qui étudie aussi la façon dont on narre notre vie, quels sont les types d'histoires que des fois on met en avant, pour quelles raisons, quels sont les grands schémas qui ressortent. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être modulé. Et donc, je parlais d'innéisme. Alors, du coup, on pourrait être sceptique et se dire, mais alors, qu'est-ce que c'est des destinéismes? Quelque part, peut-être que les traits de personnalité sont en fait transmis par les parents. Donc là, ça va être la petite partie génétique de mon exposé, vu que ce n'est pas spécialement ma spécialité. Mais en tout cas, pour cette chose-là, je peux vous en parler. Vous avez une méta-analyse. Qu'est-ce que je raconte? Si, une méta-analyse. Vous avez une méta-analyse de génétique comportementale. C'est une branche qui s'occupe d'essayer de comprendre quels sont les types de comportements qui n'ont aucun lien avec les génétiques, sont complètement contingents, et ceux qui, au contraire, ont une grosse origine génétique. Et donc, il y a 3 méthodes en fait pour tester ça. Parce que du coup, comment on fait pour tester la génétique d'un comportement? Vous avez d'abord les twin studies. Ça, c'est le saint graal. Si on peut faire ça, c'est génial. Donc en gros, c'est quoi? On essaie de retrouver des jumeaux, dizygotes ou monozygotes, qui ont été séparés à la naissance. Du coup, on essaie de les retrouver
on essaie de mesurer s'ils ont des vraies différences d'environnement, et ensuite on mesure la ressemblance de certains traits. Donc là, en l'occurrence, on le ferait avec la personnalité. Ça, c'est le 5 grades. Et des fois, c'est pas tout à fait possible. Donc, on a d'autres trucs qui sont un peu plus courants, mais qui sont assez bien aussi. C'est ce qu'on appelle les adoption studies. Donc, cette fois-ci, on étudie les enfants adoptés. Donc, on va essayer de voir. Ça permet un peu de discriminer l'environnement des enfants et de voir s'il y a une ressemblance de personnalité avec les parents, mais avec les parents génétiques, si on peut les retrouver. Donc ça, c'est top. Vous avez des jumeaux, vous avez des gens par exemple, adoptés. On va voir, on va mesurer les traits de personnalité des parents, celles des enfants adoptés, et si on retrouve les parents biologiques, celles des parents biologiques. Et ensuite, vous avez les family studies. C'est un peu moins bien dans notre cas, mais ça peut aussi faire l'affaire dans certains. Ça reste une donnée précieuse. C'est en fait, donc là, on va prendre des enfants biologiques, hein, et l'exemple typique, c'est j'ai envie de mesurer la prévalence à l'alcoolisme dans une famille. Je vais regarder si les enfants sont alcooliques, si les parents sont alcooliques, si les cousins le sont, si les oncles, les grands-pères, les grands-parents. Mais du coup, ça ne permet pas trop de discriminer, vous voyez, l'environnement du non-environnemental, puisque ça reste que de l'environnement partagé, par exemple, dans le cas des parents et des enfants. Et donc, si on fait la méta-analyse de tout ça, on prend toutes les études qui sont faites sur la personnalité, que ce soit Twin Studies, Adoption Studies et Family Studies, on essaie de voir les fourchettes qu'on trouve, parce que jusque-là, des fois, les Family Studies, les Adoption Studies trouvaient un niveau d'héritabilité. Alors, il faut que j'explique rapidement ce que c'est. Donc, l'héritabilité n'a rien à voir avec l'hérédité, c'est plutôt que vous avez une variation d'un comportement au sein d'une population, donc là, par exemple, la variation de la personnalité, on essaie de voir quelle part de cette variation est expliquée par les gènes et quelle part ne l'est pas. Et donc, jusqu'à là, vous aviez des études qui disaient ah ben, ce qui est expliqué par les gènes, c'est 20%, d'autres plutôt 40%. Et donc là, on voit, donc je l'ai entouré en rouge, on voit donc que l'effet de la taille d'effet moyenne a été de 40%. Donc il semblerait, si on veut le dire un peu vite, en fait ça pourrait faire l'objet d'un cours en entier, hein, cette histoire de génétique comportementale, que 40% de la variance de la personnalité est due aux gènes, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'une grande partie de ces différences sont génétiques. Mais il y a un truc à prendre en compte. On va se dire, oui, bah, donc ça va, il y a beaucoup d'environnemental, c'est beaucoup culturel. On a découvert que l'éducation jouait peu sur le niveau de personnalité. Et on a aussi découvert une autre chose très intéressante, c'est que en fait, vos traits de personnalité vous guident aussi à faire des choix de vie et à vous orienter vers des niches, enfin par exemple, je sais pas, vous êtes en primaire, vous avez tendance, de base, du fait qu'il y a une partie innée de la personnalité, à fréquenter certains types de personnes qui eux-mêmes, du coup, vont devenir votre environnement et du coup influencer vos traits de personnalité. Donc vous voyez qu'encore une fois, ces histoires d'inné ou d'acquis ne sont pas du tout aussi noires ou blanches. C'est bien de prendre ça avec des pincettes et de dire, bah voilà, en fait, c'est ça qu'on peut voir, 40% d'héritabilité. Une partie en plus de ça, c'est parce que ça nous guide à choisir des environnements qui eux-mêmes vont influencer cette personnalité. Donc quelque part, c'est aussi un peu génétique. Et voilà, donc ça permet de voir que ça permet un peu de mieux comprendre justement ces histoires d'inné et d'acquis en ce qui concerne la personnalité. Alors, quelques données un peu éparses que je vous donne comme ça sur des liens entre traits de personnalité et des choses de la vie de tous les jours. Les individus, c'est haut en neuroticisme, ils ont plus de chances de divorcer en règle générale. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, parce que pendant longtemps, on avait des études en fait, sociologiques sur le bonheur, qui disaient ah ben on a montré en fait qu'être marié, les gens étaient plus heureux. Et donc du coup, on pourrait conclure ah bah oui, en fait, du coup, c'est bien d'être marié. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, il y a une variable confondante, c'est la personnalité. Si on corrige ça par la personnalité, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, en fait, on trouve que les gens divorcés sont plutôt hauts en neuroticisme. Donc en fait, c'est plutôt que de base, déjà, les gens qui sont hauts dans ce trait ont plus tendance à divorcer. Pour rappeler, c'est quand même la tendance aux émotions négatives. Et aussi, ceux qui sont mariés et restent mariés, c'est ceux qui sont plutôt en extraversion, sensibilité aux émotions positives. Donc du coup, en fait, on se rend compte que ce qui va jouer dans ce niveau de bonheur dans le mariage, c'était pas tant le fait d'être marié, c'était en fait des traits de personnalité. En tout cas, en partie. Les hommes sont plus bas en conscientiousness, étrangement.
Et ceux qui sont plus bas ont plus de chances de divorcer. Alors attention, pardon, j'ai dit une bêtise. C'est les hommes plus bas en conscientiousness qui ont plus de chances de divorcer. Donc on peut imaginer que c'est en l'occurrence parce que ça demande, les mariages demandent un gros investissement et peut-être que les gens bas en conscientiousness ont tendance à peut-être à négliger certaines choses. Autre chose marrante si on veut, c'est plus vous êtes extraverti et haut en agreeableness, et moins vous avez de chances de rester dans un mariage malheureux. Plus vous avez de chances de partir d'un mariage malheureux. C'est plutôt bien. Ça évite de rester avec les mauvaises personnes dans ces cas-là. Plus on est bas en conscientiousness et plus on augmente les chances de mort prématurée de 30%. Et si on se demande pourquoi, la réponse est simple. C'est que généralement, les gens bas en conscientiousness ont tendance à avoir des vies un peu plus risquées. Ils font peut-être un peu moins attention à ce qu'ils mangent, à la prise de drogue illicite ou licite. Et dernière peut-être donnée, c'est plus vous êtes haut en extraversion et plus vous avez de chances de mourir. C'est ce que je disais, hein, les individus extravertis prennent plus de risques. Si vous voulez retrouver ces petites données, ces petites choses dont je parlais sur le mariage, vous avez cet excellent livre de Daniel Nettle. Donc, il est inclassable, Daniel Nettle. À l'origine, c'est quelqu'un qui fait plutôt des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, il a une approche aussi évolutionnaire et il étudie beaucoup de questions sur la personnalité et le bonheur. Pas que. D'ailleurs, il a beaucoup fait de recherches sur la life history theory, pour ceux qui avaient vu le cours de la dernière fois. Vous pouvez retrouver ça dans ce livre, pour ceux qui lisent anglais. Et en parlant de Nettle, voici, si ça vous intéresse aussi d'aller un peu plus loin sur la personnalité, vous avez un excellent reportage Arte qui malheureusement a disparu à Internet, mais quelqu'un l'a re-uploadé sous un nom un peu nul, que vous pouvez voir là, documentaire scientifique 2016, les facteurs psychologiques qui construisent la personnalité. Et Nettle apparaît d'ailleurs dans ce reportage. Oups. Donc les Big Five. Geoffrey? Oui. Et ils entendent rien. Ah merde, il n'y a pas de son. Ah, terrible. Du coup, je tourne dans le vide. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des sous-titres, du coup. Je ne sais pas à quoi c'est dû ça. En bas à droite. En bas à droite. En bas à droite, tu as un truc sous-titre. Ouais, on va voir. C'est peut-être sous-titre automatique. Je vais Non, remettre au moins une petite en bas à partie. gauche, tu vas en bas à droite à côté de YouTube, tu as la petite manivelle. Ah Je crois ouais. que je l'ai mis, voilà. Ça va sûrement donner des sous-titres pas terribles. Je le remets. C'était par là. Hop. Désolé, je mets un peu de temps à réagir.
Oh là là, hop. Ah, à chaque fois que je clique, ça fait un pause. Voilà. Et il n'est pas pipeau par contre. Attends. T'as dit quoi? Rien, ça a été créé par, par l'algorithme, je pense. Ah oui, du coup, ouais, t'as pas de. Ouais. Alors, on va s'arrêter là, donc vous pouvez retrouver un documentaire sur ce moment-là. Désolé, hein, je ne voyais pas le chat, du coup je ne savais pas que le son ne marchait pas. Et du coup, ça me permet, c'est pas pour rien aussi que je le montre, il parle de bonheur, donc ça me fera ma transition pour le bonheur, parce que je crois que j'ai rien mis. Voilà, c'est bien ça. On passe enfin sur le bonheur, et je vois l'heure passer, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de tout faire, mais au moins on aura le temps de parler de bonheur et sûrement un peu de sens de la vie. Donc, justement, à un moment donné, on voit Daniel Nettle nous dire que, en fait, on aurait peut-être tous une sorte de point fixe de niveau de bonheur auquel on aurait tendance à revenir. Eh bien, il semblerait que ce soit relativement vrai, et il serait notamment médié par les traits de personnalité. Donc ici, vous avez une étude qui a essayé de voir si certains traits de personnalité avaient tendance à agir sur le niveau de bonheur des gens. On va revenir après. Donc ici, c'est un article de Lubomirski qui fait ce qu'on appelle de la psychologie positive, rien à voir avec la pensée positive, c'est juste de la psychologie expérimentale appliquée aux états affectifs positifs. Bonheur, etc., hein, joie, courage, et j'en passe. Et donc on peut voir ici des choses très intéressantes, je vous l'ai encadré en rouge. Vous voyez que l'extraversion est corrélée positivement, donc ça veut dire que votre niveau d'extraversion influe votre niveau de bonheur. Étrangement aussi, j'étais assez étonné, l'openness expérience un peu, vous voyez, point 22. L'agreeableness aussi, parce que j'ai oublié de dire une chose sur ce trait, c'est qu'effectivement, en plus d'être empathique ou altruiste, c'est aussi votre niveau de sociabilité. Comme il l'a dit à un moment, Nettle, si on est bas dans ce niveau-là, on a tendance à peut-être aller moins vers les autres. En tout cas, être moins la figure de la personne qui sociabilise correctement avec les gens, voire qui a envie de sociabiliser. Et chose très intéressante, c'est que le niveau de neuroticisme, il est négativement corrélé au bonheur, et beaucoup. C'est quand même une bonne corrélation qui nous montre que, en fait, ça a un impact sur le niveau de satisfaction et de bonheur. Donc, jusqu'à là, on peut se dire, dans cette expérience, on a fait passer des gens des tests de personnalité, on leur a mesuré leur niveau de bonheur. Mais alors, du coup, comment on mesure le bonheur ici dans ce genre d'expérience? Vous allez voir, c'est beaucoup plus trivial que ce qu'on pourrait penser. Il existe des mesures élaborées de bonheur, mais les plus utilisées sont des mesures, en fait, relativement simples. Je vous en ai mis deux.
Vous avez ici la Satisfaction with Life Scale de Dinner, Emmons et 85, qui est très utilisée. Vous avez littéralement que 5 questions. Vous avez, dans la plupart des facettes de ma vie, la plupart des facettes de ma vie sont proches de l'idéal, les conditions de ma vie sont excellentes, je suis plutôt satisfait avec ma vie, et vous notez ça de 1 à 7. Et à la fin, c'est censé vous donner un niveau de satisfaction général. Et du coup, on dit que ce niveau de satisfaction, il est lié du coup à votre niveau de bonheur. Et vous avez celle qu'a utilisée Lubomirski, donc c'est elle aussi qui a fait cette échelle. C'est la Subjective Happiness Scale, donc subjective parce que forcément c'est complètement subjectif, et du coup, voilà, vous demandez en général, je me considère pas heureux, plutôt heureux. Et du coup, on pourrait se dire, en fait, elles remplissent les critères psychométriques sur la fiabilité, sur la validité, la cohérence interne aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire ça remplit les standards. Maintenant, la validité, c'est-à-dire est-ce que ça mesure vraiment le bonheur, c'est une vraie question. Est-ce que ça la mesure? En tout cas, ces échelles montrent que c'est relié à des vies ou des comportements de personnes dont on s'attendrait qu'elles soient heureuses quand elles sont hautes sur ces échelles. Et les gens qui sont bas sur ces échelles ont tendance à avoir les vies ou les comportements auxquels on s'attendrait quand on n'est pas heureux. Et donc, il y a tout un débat sur savoir comment bien mesurer le bonheur. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne pense pas, moi personnellement, qu'on sait le mesurer vraiment, contrairement à la personnalité, mais ces échelles ne nous disent pas rien. Et donc, sur l'expérience d'avant que je vous ai montré, on avait utilisé celle-là, la Subjective Happiness Scale. Et donc, ça me fait arriver justement à une partie un peu plus philosophique, on pourrait appeler ça la philosophie des sciences cognitives ou de la psychologie. On va se demander, donc du coup, quelles sont les différentes théories du bonheur qu'on voudrait pour bien définir le bonheur. Et donc, vous avez par exemple une qui s'adosse un peu sur le genre de données que je vous ai montré, la théorie de la life satisfaction. Donc en gros, on va dire que le bonheur, c'est une attitude favorable à l'égard de sa vie dans son ensemble. Vous êtes juste satisfait. Donc du coup, c'est assez compatible avec l'idée que juste dire qu'on est satisfait de sa vie, ça veut dire que globalement, on est plutôt heureux. Et l'hypothèse derrière, c'est qu'au moment où on demande aux gens s'ils sont satisfaits avec leur vie, on aurait un mécanisme où en fait, on passerait une sorte en revue très rapide, limite inconscient, de l'ensemble des éléments de notre vie, et on sortirait comme ça en output ah oui, je suis plutôt satisfait, ou plutôt ah non, je suis pas satisfait. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, mais je pense que c'est un peu limité quand même comme approche du bonheur. Il y a peut-être moyen de raffiner un peu ça. Et moi, une approche théorique que j'aime bien, c'est une approche par les émotions. On appelle ça, j'ai oublié de mettre le nom, mais voilà, une approche émotionnelle du bonheur. Donc ici, c'est Abraham. Donc Abraham, c'est un philosophe des états affectifs positifs. C'est aussi quelqu'un qui est aujourd'hui en charge d'un immense projet interdisciplinaire qui mêle neuroscientifique, sciences humaines, philosophie, donc vraiment de ce qu'on pourrait s'attendre, des sciences cognitives ou des sciences affectives, sur la question du bonheur et du bien-être. Donc voilà, il a une grosse somme et il dirige plein de projets interdépendants sur les questions du bien-être et du bonheur. Et donc, les 3 facettes seraient les suivantes. Vous avez l'attunement, on pourrait dire l'harmonisation, c'est-à-dire votre humeur, à quel point vous êtes tranquille, confiant, imperturbable. Donc, en gros, c'est la partie où vous êtes en harmonie avec votre environnement, vous êtes relaxé, vous êtes ouvert, vous n'avez pas justement d'état affectif négatif qui tient de l'humeur qui ne serait pas bonne. Vous avez l'engagement, vous êtes activement en poursuite de buts et d'objectifs, vous êtes plutôt exubérant, vous êtes motivé, vous faites une expérience du flow. Alors j'aurais aimé en parler plus longtemps, mais je ne pourrais pas. Le flow, ça a été étudié par un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un état psychologique très particulier que vous avez sûrement tous déjà expérimenté quand on est à fond dans une tâche et qui est à notre niveau ni trop facile ni trop dur. Le temps un peu disparaît, on est vraiment on n'a presque plus conscience de nous-mêmes, on est juste la tâche. On pourrait prendre n'importe quoi, une activité artistique, sportive, et donc c'est l'inverse de la passivité. Donc ça engage ce type d'émotion. Et l'endorsement, c'est plutôt les émotions, à quel point vous êtes en accord avec un certain nombre d'émotions positives, donc plus épisodiques, donc la joie, la gaieté, et donc vous avez un bon ratio d'émotions positives et négatives. Et donc cette approche théorique est intéressante parce qu'elle permet du coup d'avoir une approche plus dans la mesure des types d'émotions ressenties par les gens
pour essayer de faire des mesures du bonheur. Donc, je vais m'arrêter là sur ces approches théoriques. Et enfin, j'en viens à la promesse du sens de la vie. On va transiter entre bonheur et sens de la vie. Donc, historiquement, vous avez un peu deux grandes écoles. Là, par exemple, les deux approches théoriques du bonheur que je vous ai montrées, on peut dire que ce sont des approches hédonistes. Donc, l'hédonisme, aujourd'hui, ça a un sens un peu bizarre. En français, ça veut dire généralement les personnes qui aiment bien se la couler douce, qui sont plutôt dans les plaisirs immédiats. L'hédonisme, dans l'histoire de la pensée, et dans la psychologie, parce qu'on réutilise cette catégorie aujourd'hui en psychologie et en sciences cognitives, ça veut simplement dire que c'est en gros la recherche d'émotions positives, la fuite des émotions négatives, donc la recherche des plaisirs et la fuite des déplaisirs, mais la modération des désirs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'immodération des désirs avec une démultiplication infinie pour la recherche à tout prix de joie, de plaisir, c'est simplement, voilà. Et donc, généralement, on l'associe plutôt au bonheur. Le bonheur serait plutôt un état subjectif, qui est simplement le fait d'avoir, d'être satisfait, d'avoir assez d'émotions positives, d'être de bonne humeur, etc. Et vous avez une autre approche, qui s'appelle le démonisme. Donc, ah oui, sous l'hédonisme, je vous ai mis un buste d'Épicure, c'est un peu lui, le créateur historique, enfin, créateur, c'est-à-dire celui qui a avancé ces approches hédonistes de la bonne vie, du bonheur. Et vous avez le démonisme, donc là je vous ai mis une statue de Marc Aurèle, qui est très connu au IIe siècle, un empereur romain du IIe siècle, qui était aussi stoïcien. Et le démonisme ne se concentre beaucoup moins sur cet aspect subjectif, mais plutôt se concentre sur d'autres aspects. C'est-à-dire que c'est pas suffisant, il faut aussi être dans l'accomplissement de choses qui ont de la valeur, c'est-à-dire contribuer au bien de la société, être altruiste avec les gens. Donc on est plutôt sur essayer de fortifier ce qui fait nos forces de caractère, nos vertus, et d'essayer d'être en fait au sein des communautés, de nos communautés, d'être actif, et généralement c'est assez davantage associé au sens de la vie. Et donc, encore une fois, ça aussi, le démonisme est une catégorie utilisée aussi bien en psychologie qu'en philosophie. Et justement, il y a des gens qui sont intéressés à quelles seraient les différences entre le bonheur et donc ici le sens de la vie, donc la meaningfulness, donc entre hédonisme et eudémonisme. Donc là, vous avez un article de 2013, j'ai même mis la parenthèse, de Baumeister et ses collègues de 2013, Some Key Differences Between a Happy Life and a Meaningful Life. Et donc vous voyez que par exemple, je pense que je vous ai encadré le résultat qui est pour moi le plus intéressant, le bonheur, il est plutôt associé au fait d'être... Ah, attendez, je crois que je vous ai mis la mauvaise table, parce que là, les résultats sont assez faibles, parce que, en tout cas, vous avez dans cette ligne-là que je vous montre avec la flèche, vous voyez que, par exemple, le sens de la vie est davantage associé au fait d'être un donneur, d'être quelqu'un qui est plutôt dans la volonté d'apporter des choses aux autres, tandis que pour le bonheur, c'est un peu plus centré sur soi. Par contre, pour le taker, donc là, c'est des données, on trouve d'autres données qui tendent à montrer que c'est un peu plus fort d'habitude. Bon, c'est en débat, on va dire que là, ça vous montre quand même l'idée que bon, il n'y a pas de grosse différence fondamentale entre les deux. Par contre, si vous prenez des types de comportements, comme par exemple essayer d'aider les gens dans le besoin, bon, le bonheur, c'est pas trop associé avec, le sens de la vie un peu plus. Donc c'est simplement pour vous montrer quelques résultats de déjà comment on peut essayer de voir s'il y a des différences entre les deux. Ce ne sont pas des résultats décisifs, mais ils montrent quelques différences qui peuvent essayer de nous faire des hypothèses. Et justement, l'hypothèse ici, c'est est-ce que en fait le bonheur et le sens de la vie, c'est vraiment deux états si distincts que ça? Est-ce qu'en fait, si on est heureux, on n'a pas trouvé le sens de sa vie? Et si on a du sens dans notre vie, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est heureux? Et bien justement, c'est des choses qui ont été testées. Donc si on va plutôt dans l'hypothèse inverse, là j'ai essayé de vous montrer un peu des données qui allaient plutôt dans le sens de il y a des différences. Donc bah là, il semblerait que, donc je vous explique un peu le schéma quand même. Donc vous avez ici l'hédonisme dont je vous parlais, ici le démonisme. Donc on a fait des mesures, on a dit tiens, on va essayer de faire ce qu'on... Si on dit que l'hédonisme, c'est plutôt le bonheur, on va faire des mesures du bonheur et de la dépression. Donc chaque petit carré ici, que vous voyez sur le schéma, c'est une échelle de mesure.
il y a là justement les deux échelles de mesure du bonheur que je vous ai montré tout à l'heure, et une échelle de mesure du niveau de dépression. Et vous avez une autre échelle de mesure qui a mesuré plutôt des trucs qu'on dirait plutôt eudémonistes. Donc vous allez trouver l'acceptation de soi, l'épanouissement personnel, l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, du coup à quel point vous êtes porté sur l'environnement extérieur. Et ensuite, on a essayé de voir à quel point on avait besoin de deux catégories pour expliquer les différentes mesures, ou si une était suffisante. Et si vous prenez la petite flèche, je n'ai pas besoin de rentrer dans ce que c'est que l'analyse factorielle, mais en tout cas, vous voyez que si vous prenez hédonisme et eudémonisme, vous voyez qu'il y a une corrélation forte entre les deux de 96. Donc, du coup, on pourrait dire, en fait, c'est la même chose. En fait, on peut juste dire qu'il y a un niveau général de bien-être, qui est à la fois le sens de la vie et le bonheur, et toutes ces sous-échelles mesurent tous un petit truc différent, mais globalement, c'est la même chose. Donc, pareil, ce n'est pas encore une étude décisive, mais ça reste une excellente étude pour montrer comment on peut essayer de démontrer quelles sont les différences entre les deux. Et je vais juste dire encore quelques mots, comme près du coup, j'aurais pas le temps de finir cet exposé, mais je vais quand même en donner encore quelques mots sur le sens de la vie. Donc, quelles sont les définitions qu'on peut avoir du sens de la vie? Si on prend les études de King et Hall, on peut définir la vie comme le sens de la vie comme la vie est vécue comme ayant du sens, lorsqu'elle est ressentie comme ayant une signification au-delà du trivial ou du momentané, et comme ayant un but, comme ayant une cohérence qui transcende le chaos. Ou encore, une qui vient d'un très bon article de Steger, qui essaye de faire le tri dans la psychologie du sens de la vie pour voir un peu justement les différentes définitions. Il donne la définition générale ce serait un réseau de connexion, de compréhension et d'interprétation qui nous aide à comprendre notre expérience, l'expérience de la vie de tous les jours, et à formuler des plans qui orientent notre énergie, nos activités vers la réalisation de l'avenir que nous souhaitons, ou plutôt vers des buts et des objectifs. Et le sens nous donne le sentiment que notre vie a de l'importance. Ça, c'est plutôt à quel point vous pensez que vous avez de la valeur, et qu'elle a un sens, et qu'elle est plus que la somme de vos secondes de jours et de vos années passées sur Terre. Donc vous avez trois choses à l'intérieur, et on va y revenir, puisque justement, ces trois choses, le fait d'avoir une vie tournée vers des objectifs et des achèvements qu'on veut à tout prix atteindre, le fait d'avoir une vie qui a de la valeur, et en même temps une vie où les choses du monde qui nous entourent nous semblent avoir au moins un minimum de cohérence, ne nous semblent pas fondamentalement absurdes. Et justement, donc là, j'ai pas eu le temps de faire la traduction, donc je suis vraiment désolé, je vais vous dire un peu ce que c'est. Donc dans cet article dont je vous parlais, de Martella et Steger, vous retrouvez justement les trois définitions, les trois facettes du sens de la vie et la manière de les opérationnaliser, c'est-à-dire comment on va les étudier et comment on va faire des expériences en se basant sur ce qu'il faut bien une définition de base pour faire une expérience. Donc, vous avez le sens de la vie comme cohérence, donc cette définition, c'est vraiment que la vie, comme je disais, est compréhensible, n'est pas absurde, les choses semblent pas aller non plus dans tous les sens, il y a quand même quelque chose de cohérent. C'est plutôt descriptif et voilà, c'est du domaine de la compréhension. Vous avez purpose, donc plutôt, là c'est le sens de la vie, plutôt orienté vers des buts, des cibles à atteindre, vous avez une direction de vie précise, et du coup c'est plutôt normatif parce que tous les buts dans ce genre d'approche, on tend à trouver que tous les buts ne se valent pas pour avoir ce sens de la vie-là, c'est-à-dire que il y a des gens qui pratiquent des activités et qui ne vont pas avoir cet état affectif du sens de la vie et d'autres qui vont l'avoir. Donc c'est plutôt normatif. Mais voilà, donc c'est une des approches un peu dominantes aujourd'hui pour la psychologie des approches cognitives du sens de la vie. C'est vraiment, du coup, il nous semble que les gens qui ont une vie qui ont du sens, c'est des gens qui sont activement dirigés vers des achèvements, des activités, des objectifs. Et la significance, il y a un article récent qui porte là-dessus, qui peut en montrer que ce serait peut-être la facette la plus importante, c'est juste à quel point vous pensez que vous avez de la valeur, à quel point votre vie, elle est riche, à quel point vous pensez que les valeurs que vous avez dans votre vie sont importantes. Et donc, on a aussi des mesures pour mesurer le sens de la vie. On a encore, si je dirais,
c'est à la fois sophistiqué et en même temps encore un peu primaire. Donc là, vous avez une version française de cette mesure-là, qui s'appelle le Meaning in Life Questionnaire, donc qui est fait par le Steger dont je parle juste avant. Et donc à l'intérieur, vous avez des questions comme « J'ai compris le sens de ma vie »,« Je cherche ce qui pourrait donner un sens à ma vie »,« Ma vie a clairement un sens ». Mais ce qui est intéressant dans cette échelle, vous pouvez la retrouver sur Internet, vous tapez ça, il y a un site Internet, Steger, pour retrouver l'échelle en français, vous pouvez vous mesurer, vous amuser à voir vos niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne mesure pas à quel point votre vie, vous pensez qu'elle a du sens, ça mesure deux sous-catégories. Ces deux sous-catégories sont les suivantes, il y a 2 dimensions, c'est la présence du sens de la vie et la recherche du sens de la vie. Et là, c'est très intéressant. La présence du sens de la vie, donc si vous êtes haut sur cette dimension, c'est positivement corrélé au bien-être, au fait d'être religieux aussi, ça c'est très intéressant, à l'extraversion et à l'agreeableness, donc ça c'est les traits de personnalité dont je parlais tout à l'heure. Et c'est négativement relié à l'anxiété et à la dépression. Donc j'aurais pas le temps de faire un topo sur ce que ces approches-là pourraient apporter de politique publique de santé mentale, mais vous voyez que, en tout cas, c'est important à prendre en compte parce que typiquement, les gens qui n'arrivent pas à trouver du sens à leur vie sont des gens plus anxieux, plus dépressifs, qui ont plus tendance au suicide. Et donc du coup, comme on pourrait s'y attendre, donc, la présence du sens de la vie, mesurée par cette échelle, eh ben, elle est liée à l'épanouissement personnel des comportements altruistes et aussi des préoccupations spirituelles. Et enfin, la recherche du sens de la vie, elle est plutôt positivement corrélée à la quête du religieux. Vous n'avez pas la foi, vous n'avez rien trouvé, vous êtes en indécision, à la rumination, aux perspectives pessimistes sur le futur ou sur le passé, vous êtes plus fataliste, à davantage d'effets négatifs, d'affects négatifs, à la dépression, au neuroticisme, et également à l'étroitesse d'esprit, donc au dogmatisme, et du coup aussi également négativement corrélé au bien-être. Donc c'est possible d'être haut sur les deux. Dans ce cas-là, c'est une catégorie à part. Donc là, vous pouvez retrouver, je pense, dans les articles dont j'ai parlé, ce que ça signifie. C'est un peu plus positif en tout cas. Mais vous voyez que ces deux facettes-là du sens de la vie, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas à quel point objectivement les gens ils ont une vie qui ont du sens, ça c'est une autre question. On mesure à quel point les gens pensent qu'ils ont du sens, leur vie a du sens. Et vous voyez que ces deux sous-catégories sont assez intéressantes sur le plan des choses de ce qu'elles peuvent nous dire. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps? Je vais reprendre juste 5 minutes pour parler de 2 ou 3 petites choses sur le sens de la vie. Alors, en fait, c'est un peu en chiffres ce que je vous disais. Vous avez ici, sur la première case, justement la corrélation avec la recherche du sens de la vie. Si vous êtes en recherche, que vous pensez qu'elle n'a pas de, vous n'avez pas de présence. Donc généralement, c'est négativement corrélé au fait d'avoir des objectifs dans sa vie, mais bon, le résultat est assez ridicule. Donc on peut, voilà, il n'est pas significatif en plus, j'avais même pas vu. Donc on ne le prend même pas en compte. Par contre, il est négativement corrélé à quel point vous pensez que vous avez un contrôle de votre environnement, négativement corrélé au fait de l'acceptation de soi-même, tandis que la présence est plutôt très positivement corrélée avec le fait d'avoir des objectifs dans vos vies, avec la sensation d'avoir une maîtrise de votre environnement, l'épanouissement personnel et à l'acceptation de soi. Et je pense que je vais finir là-dessus. On verra, je ferai peut-être une slide encore. On pourrait se demander juste qu'est-ce qui donne du sens à la vie. Et cette table-là, elle vous réunit différentes études qui sont faites, qui sont un peu vieilles en fait. Et on n'est pas trop sûr, avec mon directeur de thèse, que les protocoles étaient extrêmement rigoureux. Donc nous, on est en train de refaire un peu les mêmes expériences. Mais globalement, en fait, on voit une forme de consensus à travers ces 3 études. Ça montre que globalement, les gens qui ont du sens dans leur vie, qui pensent que leur vie a du sens, c'est des gens qui sont riches en achèvement dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation d'être dirigés vers des buts, des objectifs et de réaliser des achèvements importants, aux relations positives, c'est-à-dire d'être entourés par des gens qui nous semblent positifs, partager nos valeurs, à la religion, ça c'est assez intéressant. La religion serait un vecteur de sens de la vie pour les gens, et de self-transcendance, c'est-à-dire à quel point vous avez l'impression que
vous participez de quelque chose qui vous dépasse et d'important. Et juste un mot sur la religion. Quelque chose d'intéressant avec ça c'est une hypothèse personnelle, je pense que quelques données peuvent l'appuyer, mais que c'est pas tant en fait le discours religieux qui donne du sens aux gens, mais bien plutôt que le fait que lorsqu'on devient activement religieux, on fait partie d'une communauté. Quelqu'un qui n'a pas de sens dans sa vie et qui, le lendemain, a une révélation religieuse et obtient la foi, quelque chose qui va sûrement beaucoup l'aider dans ses émotions positives, le bonheur et le sens de la vie, c'est qu'il va être actif dans une communauté. Du jour au lendemain, si peut-être il était seul, cette personne-là, elle se retrouve accompagnée. Je ne veux pas non plus diminuer quel pourrait être l'impact du phénomène religieux sur la psychologie, mais il me semblerait que c'est une hypothèse bien plus parcimonieuse pour expliquer pourquoi on retrouve tant la religion dans ce qui est vecteur de sens de la vie. Et d'ailleurs, dans un fait dans l'expérience qu'on est en train de faire avec mon équipe, eh ben, la religion est un peu moins présente que dans ces études-là. On retrouve d'autres choses, on retrouve, ça c'est clair, le fait d'avoir des objectifs, des achievements dans sa vie, mais voilà, on retrouve plus ou moins ça. On retrouve le fait d'avoir des relations, le fait d'avoir des amis, une famille, et ces choses-là. Donc voilà, j'avais encore plein d'autres choses à montrer, mais comme je vous avais dit, c'est la première fois que je donne ce cours, donc forcément, du coup, je ne savais pas comment gérer le temps, mais je pense que ça vous a au moins donné un aperçu un peu général sur les états affectifs positifs. Donc, je vais m'arrêter à cette slide-là. Je vous remercie pour votre attention. Je vais couper l'enregistrement.